Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission avec au programme les quarts de finale de ce Masters 1000 de Miami avec l'incontournable Rodolphe Gilbert. Salut à tous les deux, ravi d'être Comment là. ça va, Rod? Bien, bien, un petit coup de chaud ce week-end là, petit coup de moins bien comme on dit, mais là ça va, doucement ça revient, tranquille. Juste un petit mot, est-ce que tu as préféré Indian Wells ou Miami en termes de niveau de jeu, de qualité des matchs? Puisque tu as commenté les deux sur Canal+ International. Écoute, j'ai trouvé que c'est une belle tournée cette année. J'ai trouvé qu'à Indian Wells il s'est passé plein de choses, et là aussi, moi ce qui me surprend à Miami, c'est de voir que le joueur le plus vieux c'était Kyrgios, il est quand même en 95. Donc ça c'est quand même un truc assez incroyable qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps, d'avoir des joueurs aussi jeunes, une nouvelle génération qui est présente pour les huitièmes de finale. C'est ça Très qui bien. m'a interpellé sur ce tournoi de Miami. Bon coup d'œil, mon Rod. Pour t'accompagner, un spécialiste du betting et un passionné de tennis comme toi, Rod, Derix. On est ravis de t'avoir dans cette émission. Bonjour à tous, je suis ravi aussi. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Pas Et de puis, souci. On va attaquer, messieurs, au programme. Donc, c'est quarts de finale. Il y en a deux aujourd'hui et deux demain. Et le premier qui va nous intéresser, c'est ce duel entre Yannick Sinner et la surprise du tournoi. Je pense que c'est impossible de ne pas dire autrement. Francisco Cerundolo, l'Argentin, qui n'avait pas gagné un seul match sur dur avant ce tournoi de Miami, qui était en progrès quand même depuis plusieurs mois sur terre battue. Mais là, il a explosé complètement. Rod, un petit mot déjà sur l'Argentin que tu as commenté, que tu as suivi depuis le début du tournoi. Impressionnant contre Gaël. Euh, Comment tu l'as trouvé contre Tiafoe? Un petit peu en dessous, non? Ouais, c'était un match nerveux, j'ai trouvé. Tiafoe, qui pour moi était quand même favori, il y a eu beaucoup d'erreurs de sa part. Et Cerundolo, bah lui, ouais, il joue, il est sur son petit nuage. Ce qui est incroyable, ça doit être les discussions avec son coach, parce que c'est quand même un mec qui n'avait jamais gagné un match sur dur. Et là, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il peut être en quart de Masters 1000 sur cette surface. Donc, il y a beaucoup de choses pour lui qui vont se débloquer. Et je ne parle même pas du classement, de l'argent qu'il a gagné, puisqu'il gagne, là, je crois, déjà 170 000 dollars. Donc, pour un Oui, c'est joueur qui est, dans la tête, pour il un va joueur prendre qui une est centième, confiance c'est incroyable. énorme. Mais ça veut dire que dorénavant, il va modifier complètement son programme. C'est-à-dire qu'il ne jouera plus uniquement sur terre, mais il va pouvoir mixer. On le reverra sûrement cet été jouer sur dur dehors, comme il l'a fait là. Donc, il a pratiqué un tennis qui est loin d'être un tennis de terrien, même si voilà, son jeu de base, son identité reste quand même de faire tourner la balle, de jouer à droite, à gauche. On l'a vu être capable d'être ultra agressif, prendre la balle tôt, venir au filet. Et puis voilà, on sent qu'il prend son pied, il se bagarre, il est content d'être là. Et puis ben, voilà, il est en train de vivre gentiment un très joli rêve. Derrick, un petit mot sur l'Argentin. je suis d'accord avec ce que dit Rodolphe. C'est quand même assez surprenant de le voir performer sur dur. Je trouve que par rapport à son frère, c'est un peu plus logique de le voir réussir sur dur. Son frère, lui, avait déjà gagné des matchs. On avait pu le voir au Masters Next Gen, que qui pouvait avoir la main sur dur. Mais là, c'est vrai que Francesco est capable de prendre la balle super tôt. Et puis, il montre un profil. Enfin, je trouve que pour un joueur de terre, il a déjà un profil agressif. Et là, il le montre encore plus. Et contre Gaël, c'était vraiment impressionnant. Enfin, genre, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai que on peut que admirer. Hein, parce que même si bon, il y a eu un tableau assez favorable, parce qu'il y a eu des blessures d'OPLK, etc. Pareil pour Tiafoe qui se blesse un petit peu, je pense. Mais c'est sûr que c'est assez impressionnant. Un mot, Rod, sur Yannick Sinner, un peu le miraculé, finaliste de ce tournoi. Et on peut dire qu'il s'accroche à sa finale avec 8 balles de match sauvées. Et finalement, son meilleur match, très clairement, c'était contre Kyrgios. Il a été impressionnant, l'Italien. Un petit mot, Rod, sur la performance de Sinner, qui a battu Kyrgios finalement très logiquement. Le niveau de jeu était très haut. Moi, j'ai trouvé que c'était un premier set notamment qui était très très élevé en termes de niveau de jeu. Et comme souvent dans ces cas-là, après avoir eu deux matchs où il est passé vraiment tout proche, il a sauvé des balles de match, donc il était vraiment proche de la sortie, bah, il a comme eu comme un déclic. Voilà, il a joué complètement libéré. Et très honnêtement, moi, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu Sinner jouer un tel niveau. Il a été impeccable dans la tête. Il a joué un tennis ultra agressif. Il
il s'est pas mis en mode petit garçon face à Kyrgios. Au contraire, il lui a fait face moralement, mentalement, mais sans être agressif, en jouant un tennis agressif. Mais il a été nickel, il n'a pas dit un mot. Et pourtant, Dieu sait que cette rencontre a été perturbée en partie à cause de Kyrgios, qui a quand même bien pété les plombs, et notamment ses altercations répétées avec Carlos Bernardes. Il n'a pas bronché, Sinner. Et moi, j'avoue qu'il a fait pour moi un match quasi parfait. Juste avant de passer à Ruud Zverev, on va conclure avec toi, DRX. Sinner impressionnant au service aussi. On l'avait vu contre Carreno, très fort dans les moments chauds. Il a remis ça contre Kyrgios avec une grosse qualité de service. Est-ce que tu le vois? Il est évidemment largement favori face à l'Argentin. Est-ce que tu le vois gagner ce match? Et c'est un pronostic qu'on a posé ce matin sur le site avec moins de 12,5 jeux, c'est-à-dire pas de 7-6 ou pas de 7-5. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est risqué par rapport au niveau de jeu des deux joueurs? Bah, pareil, ce matin en me levant, j'ai pris pareil en moins Ah de bah, 12,5 jeux. Je trouve ce qui va être déterminant dans ce match, je pense que c'est quand même que Francesco a quand même des lacunes au service. Je trouve qu'il manque cruellement de puissance et je pense que Sinner, en retour, ça va pas pardonner. On a vu que contre il a Carreno, très bien retourné. Ouais. Ouais, quand Carreno avait un petit coup de moins bien, ça a été très dur pour Carreno de remettre derrière. Et pareil contre Kyrgios. Kyrgios a super bien servi et on le voyait faire 2 services gagnants par jeu, etc. Et ça n'a pas du tout été le cas. Sinner est allé chercher des balles vraiment, des balles incroyables. Et je pense que là, ça va être Francesco va avoir du mal sur ses jeux de service. Je pense il peut se faire briquer très vite. Et Sinner, bon, je pense qu'il a eu, comme disait Rodolphe, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu jouer à ce niveau-là. Et mentalement, c'est impressionnant. Et je pense que là, il est lancé. Il a eu un petit déclic à recevoir les balles de match. Et ça devrait le faire, je pense, contre Francesco. Et qui, je pense, la marche sera trop haute cette fois-ci, quoi. En demi-finale, Sinner pourrait affronter soit Ruud, soit Zverev. C'est le match de la nuit. Alors, des petites stats pour vous, messieurs. Ruud, c'est 5 défaites en 5 matchs sur dur extérieur contre le top 10, avec aucun set marqué. Donc là, cette nuit, il aura un top 10 en face de lui, l'un des meilleurs, même si Zverev est loin de son meilleur niveau. On va revenir dessus. Zverev, je l'ai vu contre McDonald's, je l'ai trouvé quand même un peu mieux. J'ai trouvé vraiment. Alors, effectivement, il défend beaucoup, il reste derrière, il attend, mais il a quand même. Je l'ai trouvé quand même plus solide que d'habitude. Je vais te demander ton avis dessus. Avec une stat qui m'a surpris, parce que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il n'était pas très offensif, mais il a quand même joué contre McDonald's 28% de coups d'attaque. Donc, c'est un pourcentage assez haut, parce que la moyenne est entre 20 et 22 normalement. Donc, il a quand même été plus offensif dans les faits que l'impression qu'il donnait, avec finalement au service seulement 4 doubles fautes dans le tournoi. Donc là aussi, il y a du mieux. Il sert mieux. Et du coup, comme il sert mieux et qu'il fait moins de doubles fautes, bah, il est avec 70% de réussite en première, quasiment 90% de points sur ses premières face à Kokinakis et 70% de points sur ses secondes face à McDonald's. Est-ce que pour toi, il y a un danger pour Zverev d'affronter un Casper Ruud très solide? Il y a toujours un danger. C'est Casper Ruud, il est 8e mondial. Voilà. Mais moi, ce qui m'a frappé chez Zverev dans ce début de tournoi, c'est que j'ai l'impression qu'il en a sous le pied, quoi. Voilà, il a contrôlé pour moi. Et il n'a pas forcé, une fois qu'il a eu le break, il n'a pas forcé, il n'a pas cherché forcément, notamment contre Kokinakis, à s'employer à fond, mais bien à contrôler la partie. Et effectivement, à chaque fois qu'il a eu des balles de break, j'ai senti chez lui l'envie de faire quelque chose. De Voilà. s'appliquer. Moi, il me donne l'impression de vouloir s'appliquer. Soit d'être très agressif au retour, soit de venir au filet pour aller conclure le point et chercher les breaks. Moi, je pense il en a sous le pied, que voilà, Casper Ruud, c'est une de ses victimes favorites. J'ai pas trouvé très honnêtement Ruud jouant super bien dans son tour précédent, même s'il a mis 2-7 à Norrie. Norrie, il était diminué, il avait un problème au mollet, il a été loin de son meilleur niveau. Et pourtant j'ai trouvé Ruud assez fébrile par moment dans ce match. Il a quelques bonnes séquences, mais il a aussi des phases où il fait beaucoup d'erreurs, où il frappe pas bien la balle, notamment en revers. Donc, ça reste un match de haut niveau entre deux top 10, mais je serais surpris de voir Zverev laisser passer l'occasion, quoi. Voilà.
Derek, c'est ce que tu n'as pas l'air très convaincu par Zverev, tu me disais Ouais, avant l'émission. Tu ne sais pas trop comment analyser et ces matchs. c'est ça, c'est que j'ai du mal un peu à lire Zverev parce que je trouve que l'adversité n'a pas été folle. Kokinakis, je m'attendais peut-être un peu plus de lui. McDonald, pareil, je ne l'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé excellent. Et c'est sûr que c'est dur de juger Zverev. Et la remarque qu'a fait Rodolphe, qui dit qu'il en a sous le pied, je me suis souvent fait la remarque dans des autres tournois et au final, il est arrivé. C'est ça, c'est Zverev, tu as toujours l'impression qu'il en a sous le pied et au final, il se lâche pas, quoi. Et là, je me dis Il le dans fait un peu moins quand même qu'avant, je trouve. Ouais, c'est vrai, Voilà, c'est vrai. il est un petit peu plus stable quand même, il me semble. Mais bon, c'est vrai qu'il est assez déroutant par moment. C'est que des fois, tu te dis, ouais, il se retient, etc., ça va lâcher, un peu à l'image de mon fils, et au final, il a du mal quand la marche s'élève. Je trouve qu'il est un peu moins, je trouve que depuis le début de saison, il était tourné dans ses travers de pousser la balle en fond de cours, etc. Et comme tu l'as dit, je trouve qu'il est un peu plus offensif, même si ça reste pas ce qu'on avait pu voir, par exemple, à Madrid, etc., où c'était Non, vraiment c'est pas le intéressant. meilleur Zverev, c'est sûr. C'est Mais sûr, il ne faut pas non plus mettre de côté c'est ça. 3 mois difficiles qu'il a eu. Il n'y a pas de déclic d'un match sur l'autre. Je pense que le déclic, il est en train de venir peut-être. Pour l'instant, on ne le sait pas. Je pense qu'on le saurait éventuellement contre Sinner dans une demi-finale qui vaudrait vraiment le détour et qui sera très intéressante à regarder. Déjà, rien que dans l'attitude, je trouve que c'est nickel. Je trouve C'est que mieux, ouais. c'est mieux dans l'attitude. Après, je trouve que souvent, ces matchs contre Rude, le match-up a été plutôt en faveur de Zverev. Je trouve que Rude avait un peu plus de mal. Je me rappelle des matchs, d'ailleurs, j'étais à Bercy ce jour-là, où Zverev, justement, poussait la balle et il laissait Rude faire le jeu et c'est pas forcément ce qu'il préférait. Donc, c'est vrai que ça peut être un match-up un peu contraignant pour Rude. Et je suis d'accord avec Rodolphe aussi, c'est que Rune ne m'a pas forcément impressionné. Et je sais que Nori aime pas forcément les joueurs avec beaucoup de lift et il était diminué à la hanche et au mollet aussi. Donc, avoir Rude, pareil, difficile à juger par rapport à ce qu'il a joué. Je pense que c'est un match. Je pense que ce match-là, on sera fixé sur le niveau des deux, enfin, qui pourrait nous aider à être fixé sur le niveau des deux après ce match-là, quoi. On aura plus Bon, d'idées de leur niveau actuel. niveau betting, juste pour conclure, est-ce que ça vaut le coup de partir sur un 2-0 Zverev ou c'est plutôt un match à éviter Il est à 1,30 à la victoire et le 2-0 est à 1,75. Ouais, non, 75, j'aurais pas pris le risque. J'aime pas trop quand on n'a pas trop de. Enfin, j'ai du mal à me Ouais. faire une idée sur les deux joueurs. Quand Du on coup, n'a je pas eu préfère le, juste quand on n'a pas passer. eu le match référence qui permet de savoir C'est ça. où en est le joueur, comme on a vu pour le coup avec Sinner face à Kyrgios. Ouais. Et Messieurs, le, on le attaque. niveau est quand même très proche. Hein, donc, c'est Ouais. de dire que oui, Rude, il peut tout à fait gagner un set. Enfin, je veux dire, c'est un gars qui est quatrième mondial contre quelqu'un qui est huitième. Donc, si ça fait 3-7, personne ne criera au scandale. Voilà. Après, Tout à fait. oui, dans un match, c'est comme ça. Et évidemment, si Zverev fait un super match, bah, oui, à ce moment-là, je pense que s'il fait un gros match, il peut vraiment lui mettre 2-7. Mais Ouais, c'est ça. si ça joue moyen, voilà, ça va quand même être serré, quoi. Il a pour moi une différence, c'est qu'il sert quand même beaucoup mieux. Voilà, et que ça le protège quand même. Quoi qu'on en dise, sa qualité de service le protège. Tout à fait. Deux joueurs qui, eux, ne jouent pas du tout moyen en ce moment. Carlos Alcaraz contre Miomir Kecmanovic. Voilà, là, on a vraiment deux progressions linéaires. Alors, évidemment, l'Espagnol est largement au-dessus, une progression beaucoup plus fulgurante. Mais ce que montre le Serbe depuis le début de saison, c'est assez incroyable. DRX, tu as quand même noté un petit point faible. Tu as enquêté des heures et des heures et des jours pour en trouver un dans le jeu de Carlos Alcaraz. Quel est-il? Bon, point faible, déjà, c'est un grand mot. Je t'avais Ouais. dit que c'était pas le. Enfin, je pense que On va dire actuellement, c'est peut-être un coup moins fort que les c'est autres. ça. C'est ça. C'est pas un point faible, c'est le coup moins fort. Euh, J'avais pas l'impression que ce soit Tsitsipas qui retournait excellemment bien. Je trouve qu'en général, Tsitsipas, c'est pas le meilleur retourneur du top 10. Et je trouve que sur ses deuxièmes balles, euh, Carlos a souvent été gêné. Alors après, est-ce que c'était un jour? 45% de points gagnés sur ces secondes, effectivement. C'est Donc, ça. bon, c'est pas dans les standards habituels, en tout cas. J'avais l'impression qu'il. Enfin, forcément, je trouve que actuellement dans son jeu, c'est son point faible, même si il sert déjà très bien. Et au contraire, je trouve que Kekmanovic m'a vraiment impressionné. S'il y a un point où il m'a vraiment impressionné, c'est au retour de service. Je pense au match contre Félix, où Félix ne sert finalement pas mal. Bon, il a déjà servi mieux, mais je trouve que Kekmanovic retournait superment bien.
Superbe. Enfin, oui, ça a retourné, quoi. Et contre Corda, pareil, même s'il a un service un peu plus irrégulier, je trouve qu'il a vraiment fait le taf. Et pareil contre Fritz hier, Fritz, au final, fait je trouve qu'il fait un bon match. On y réduit un peu physiquement, on sent que ça devenait compliqué, mais au final, niveau qualité de frappe, etc., c'était intéressant. Et je pense que ouais, ça peut être un point important. Après, forcément, je pense que Carlos est largement au-dessus et favori, bien évidemment. Je pense qu'on ne va pas le voir perdre souvent cette saison s'il joue comme ça. Donc, ça risque d'être compliqué. Mais attention quand même à pas trop se montrer fébrile au service, quoi, sur les deuxièmes sorties. Rod Alcaraz, bousculé quand même en début de match hier face au Grec Ouais. qui menait 5-2 et qui finalement a subi d'un seul coup. Il y a eu le réveil de l'Espagnol qui n'a plus rien raté, qui a élevé son niveau de jeu, qui a frappé plus fort, Ouais. Et pourtant, on sentait que voilà, il était fortement bousculé et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été bousculé comme ça. Et il s'en sort quand même en 2-7 face au numéro Moi, 5 mondial. moi, il m'impressionne parce que j'ai l'impression Il a que que 18 ans. chaque tournoi, il a progressé, quoi. C'est Non, mais c'est ça. ça. Chaque semaine, il Et progresse. Et il n'y a pas c'est un match où je me dis qu'il n'a pas progressé. C'est un truc de c'est fou. complètement fou. Et puis, il propose des tas de choses. Et c'est vrai, le service reste peut-être le point où il peut encore progresser. En tout cas, il a déjà fait d'énormes progrès, hein. Moi, je le répète tout le temps, mais je l'ai connu. Il avait 15 ans. C'était une allumette. On voyait qu'il frappait bien la balle, mais le service était quand même assez défaillant par rapport au reste. Il a énormément progressé. On voit qu'il est capable, hein, de claquer des bonnes premières. Par moment, il hésite un peu. Il fait des premières secondes. Peut-être que les choix ne sont pas toujours les plus appropriés. Et de ce point de vue-là, il peut encore s'améliorer. Mentalement, il est monstrueux. Dès qu'il perd un point, il est en profil Nadal, hein. C'est-à-dire, il peut avoir un petit moment, une petite seconde où il y a un peu de frustration, mais toc, ça se remet direct. Physiquement, c'est un avion de chasse. Et voilà, il a quand même une capacité à accélérer. Il est capable de venir au filet. De temps en temps, il plante un petit service volé. De temps en temps, un retour volé. Il fait des amortis. Il a une main de dingue. Et il ne faut pas oublier, malgré le fait que Tsitsipas, je le trouve pas à son meilleur, loin de là, même s'il ne fait pas un début de saison catastrophique. Il n'a pas gagné de titre. Je ne le trouve pas jouer le tennis, par exemple, qu'on lui avait vu sur terre battue il y a un an, un peu moins d'un an. Il est bien moins en confiance. Malgré tout, il joue quand même à un niveau top 10. Voilà. Et hier, même s'il a eu la main un petit peu sur le début de la rencontre, il a quand même pris 2-7. Et on s'aperçoit qu'Alcaraz, il en enquille, hein, il enquille des victoires, des joueurs différents. Il en bat de plus en plus. Et moi, si tu te rappelles bien, Greg, je t'avais dit en fin de saison dernière que s'il y avait bien un joueur que je voyais rentrer dans le top 10, c'était Alcaraz en fin de saison prochaine. Mais je crois qu'il va y rentrer, mais avant la fin de la saison. Il pourrait même y rentrer très, très, très rapidement. Il pourrait être 13e en cas de victoire contre Kecmanovic si Hurkacz perd contre Medvedev. 13e mondial et on n'est même pas en avril. Après, attention, il est favori. Il sera favori. C'est une autre façon d'aborder le match, même s'il semble quand même plutôt là, maintenant, bien. il est favori à tous ses matchs maintenant. Par Non, contre, mais plutôt Rafa. bien. Oui, mais quand il joue Tsitsipas, même Oui. Oui, sur on les sait que ça bêtes, peut être serré. Oui. il était favori. Malgré tout, l'autre est quand même mieux classé. Bon, lui-même, quand il rentre sur le terrain, il se dit pas, bon, je peux pas me permettre de perdre contre Tsitsipas. Là, quelque part, tout le monde attend qu'il passe, et peut-être même facilement, qu'il batte Kekmanovic. Mais Kekmanovic, Alors, attention. Lui aussi, il est en train de progresser pour d'autres raisons, mais il est en train de progresser quasi à chaque match. Ouais. exactement. Il Et progresse au service, il progresse en retour. Oui, Derek, vas-y avant de j'allais parler du dire, je dernier pense match. qu'il faut faire attention parce que il va redescendre un peu sur terre. Le fait d'avoir joué un gros match comme ça, quand il passe une grosse ambiance, un gros joueur, etc., ça peut être compliqué de redescendre d'un cran. On l'avait pu le voir à Bercy quand il jouait Gaston, même si c'était pas pareil, ou même Murray à Indian Wells l'année passée. Quand il faut redescendre d'un cran, va falloir quand même gérer ça mentalement et ça risque de pas être facile de gérer la pression, quoi. Enfin, Ok. de Donc, confirmer. Il ne faut ok. pas Donc, sous-estimer Kekmanovic, loin C'est de là, ça. parce qu'il joue un très très bon tennis, bien supérieur à ce niveau de 50e, qui est à peu près son classement actuel. En ce moment, il joue quand même beaucoup mieux, hein, le Serbe. très bien. Donc, il y avait un Alcaraz gagne et moins de 12,5 jeux, donc pas de 7-6 ou pas de 7-5 à 2,45. Donc, si je vous suis, messieurs, c'est plutôt très risqué. Ouais, Ou il pas. m'en faudra un Ou petit peu pas. plus. Mais... Il en faudra un petit peu plus. Faut C'est se jouable, méfier.
c'est Ouais, jouable, c'est jouable, c'est sûr. ça se prend, mais c'est pas l'assurance tout risque. Ça marche. Et puis ce dernier match très intéressant aussi entre Medvedev et Hurkacz, avec un enjeu évidemment pour le Russe, c'est de récupérer sa place de numéro 1 mondial en cas de victoire. Face à lui, le tenant du titre, donc on peut dire que le Polonais aussi a un enjeu sur ce match, c'est aller conserver un maximum de points par rapport à ce sacre remporté l'an dernier. C'est la première demi pour Medvedev à Miami, qui était souvent passé à travers de cette tournée Indian Wells Floride. C'est le 4e duel entre ces deux joueurs. Les 3 premiers ont été très serrés. Un duel en 5-7 à Wimbledon sur une surface qui favorise un peu plus Hurkacz. Et puis 2 matchs en 3-7 avec beaucoup de tie-break sur dur, l'un en indoor et l'autre en extérieur. Face au top 5, Hurkacz, c'est 4 victoires pour 2 défaites. Donc c'est quand même pas mal. Face au top 10 aussi, il a un bilan positif. En revanche, face à lui, c'est peut-être le meilleur retourneur, le meilleur contreur des grands serveurs, puisque Medvedev, il est à 25 victoires pour seulement 2 défaites contre les grands serveurs sur dur extérieur. Et parmi ces 2 défaites, il y a mon fils à Indian Wells la semaine dernière. Donc en gros, si on lit cette stat, on se rend compte que le Russe, il n'est pas gêné par les grands serveurs. Et alors, même si Hurkacz sert très, 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 très bien, d'une manière générale et encore plus en ce moment, comment voyez-vous ce match, messieurs? Est-ce qu'on peut s'attendre encore à un duel serré? Je me dirige vers toi, DRX. Alors moi, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de serré. Je pense déjà que au final, sur le papier, je pense que le match-up convient plutôt bien à Medvedev. Mais quand on regarde les rencontres, ça a toujours été très serré. Comme tu l'as dit, Wimbledon, c'est sûr que ça avantageait plus Hurkacz qui venait de battre Federer, qui était plein de confiance, etc. Et derrière, il me semble que c'était au Canada que se sont joués. Et pareil, c'était un Toronto, match tout à fait. Ouais. où on attendait peut-être un peu moins Hurkacz, qui était moins en forme, mais au final, il a quand même accroché. Et là, sur une surface pareille, un peu plus lente, qui ne convient pas forcément à Medvedev, on l'a vu gêner hein, contre Brooksby et Indian Wells la semaine passée. Perso, j'ai plus tendance à partir sur des overs, sur du tie-break, etc. Au premier set. Je pense que Hurkacz, dans le jeu, je suis pas forcément. Je trouve qu'il monte en puissance par rapport au début du tournoi, mais je suis quand même pas satisfait par rapport à ce qu'il a pu montrer dernièrement. Oui, je suis C'est d'accord. Je le surtout, trouve un peu en dessous de son c'est meilleur ça, niveau, mais comme il sert beaucoup au mieux, service. Ah finalement, oui, c'est ça. ça lui permet de compenser un peu. Et je trouve qu'il sert même mieux que l'année passée à Ah oui, oui, Miami. oui, Donc, clairement. Il a augmenté ses stats. Ouais. dans le deuxième set contre Harris, même si Harris commençait à traîner la patte, je trouve que dans l'échange, c'était vraiment, quand il accélère longue ligne, etc., c'était vraiment intéressant. Je trouve que au fur et à pour avoir regardé tous ces matchs là sur le tournoi, je trouve qu'il est monté en puissance au fur et à mesure du tournoi, parce que c'était quand même brouillon les premiers matchs. Même contre Aslan, je trouve que c'est un match qu'il aurait pu perdre. Et au final, même sur les points importants, il avait son service, donc ça a été un atout. Et je pense que là, c'est pareil. Je pense que c'est un match qui pourrait être à tie-break, à over, etc. Et attention à Medvedev qui, je trouve qu'il dégage quand même moins de sérénité que ce qu'il a pu montrer auparavant, quoi. Je trouve qu'il est moins serein. Il est Rod, plus prenable. exact. Rod, est-ce qu'il y a eu un déclic chez le Russe au moment où Brooksby avait des balles de double break? Derrière, on a senti Medvedev changer complètement sa façon de jouer. Il faisait beaucoup moins de fautes. Qu'il a eu du mal Et à Il a bien s'adapter servi déjà aussi. au jeu de Brooksby, qui est un jeu tellement particulier. Il a eu du mal à lire les trajectoires, la façon de jouer. Il lui a fallu du temps et il a eu un peu de chance de ne pas se faire double breaker, sinon il aurait probablement perdu la manche. À partir du moment où il a recollé à 5 partout, il a dû faire, je ne sais pas, peut-être 2 fautes jusqu'à la fin du ouais, match. Il non, a raté une balle. il Il ratait plus rien Et après. c'est vrai que le deuxième set est moins significatif parce que Oui, Brooksby, parce que l'Américain, mentalement, physiquement, a pris un il a coup. quand Ouais. même bien plongé et il était au bout quoi, physiquement. Après, moi, je dirais quand même que Hurkacz et Medvedev, c'est un peu le même profil de joueur. Voilà, c'est deux gars qui ont quand même des techniques un peu particulières. Euh, Même si Hurkacz est plus fort au filet, mais il n'y va pas tant que ça, finalement. Euh, je trouve Medvedev quand même un ton au-dessus. C'est-à-dire que si on m'obligeait à faire un choix, ben, j'irais sur un 2-7 Medvedev alors que j'irais pas sur un 2-7 Hurkacz, quoi. Voilà, moi, je pense que si Medvedev joue à peu près correctement, il est pour moi, c'est le même profil, mais il est un peu au-dessus. Voilà, donc j'aurais plus tendance à aller
sur le russe. Après, on sait qu'il peut péter les câbles. Ça lui arrive quand même de temps en temps. Et il peut faire aussi un mauvais match. Mais on a vu encore hier que, voilà, à partir de 5 partout, mon Dieu, qu'il était solide, quoi. Il fait jouer le mec à chaque fois. Et puis, on parle du service de Hurkacz. Oui, Medvedev aussi sert très, très, très bien. S'il est un peu en fusion au service, ça descend quand même pas mal. Donc, je le vois, j'ai du mal à imaginer qu'il va manquer cette occasion de reprendre la place de numéro 1 mondial, parce que s'il la reprend là, il y a quand même des bonnes chances qu'il la garde quand même pendant un moment. Parce qu'il aura assez peu de points à défendre sur terre. Très peu de points à défendre sur terre, ce qui ne sera pas le cas de Djokovic. Le gazon, il n'a pas grand-chose non plus, même s'il doit avoir un titre à Majorque, mais enfin c'est un 250, ce n'est pas très significatif. Donc, je me dis que c'est quand même une belle occasion de mettre un certain nombre de semaines à la place de numéro 1 mondial, et même si les joueurs s'en défendent, ils sont quand même tous attachés à ce genre de stats. Ouais. Un dernier mot, Eric, pour conclure. Et par rapport à ça, justement, j'y pensais et j'en avais parlé sur Twitter. C'est que je trouvais que Medvedev, en début de tournoi, il a dit que c'était vraiment ce qu'il voulait, qu'il s'entraînait pour ça, pour la place de numéro 1. Et j'étais plutôt surpris parce que souvent, les joueurs ont tendance à dire oui, c'est moi, ce qui m'importe, c'est le niveau de jeu, etc. Même si au fond, on sait que ça les intéresse. Medvedev, au contraire, a eu un discours un peu plus franc. Ouais, c'est ça, en disant ouais, moi, je m'entraîne pour ça, etc. Et peut-être attention à la pression. On sait que pour mon fils, ça a peut-être joué un peu. Il était un peu plus nerveux. Donc, aussi à surveiller. Pourquoi pas un petit peu plus de pression en se disant que c'est le match qui va le faire passer numéro 1, sachant que derrière, c'est la terre et que, bon, il a pas, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de points à défendre. Mais ce n'est pas la surface qu'il préfère. Donc, peut-être un peu de pression. Il va falloir faire attention là-dessus aussi, je pense. Je pense que ça dépendra surtout de la qualité de service, une nouvelle fois, d'Hurkacz. C'est ça. S'il est injouable au service, il pourrait effectivement frustrer un peu le russe. Et voilà, tout dépendra, à mon avis, de ça. Et si en revanche, Hurkacz passe pas trop de première ou se faire tourner, etc., malheureusement, je pense qu'effectivement, à l'échange, il fait tout un petit peu moins bien quand même que Medvedev, même si ça se joue sur quelques détails à chaque fois. Voilà, bon, on reproche souvent à Medvedev d'être un peu trop attentiste, mais Hurkacz, dans son style, il est capable de faire ça aussi. Oui. D'être capable de rester du fond sans faire trop grand-chose, de s'appuyer sur son service. C'est ce qui fait un peu trop cette saison, je trouve d'ailleurs. Ouais. Voilà, et moi, je le préfère Hurkacz quand il est un peu plus offensif. Voilà, je trouve quand il est derrière et qu'il attend, en fait, comme un vieux joueur de fond de cours crocodile, quand on fait près de 2 mètres, et que voilà, on a quand même une puissance de feu qui est non utilisée. Je trouve ça un peu dommage, surtout qu'à la volée, c'est quand même un super joueur de double, Ouais. et que c'est quand même un gars qui est capable de très bien voleyer. Et j'avais remarqué ça notamment face à Rublev à Dubaï. En fait, il a fait que d'attendre, et Rublev qui n'était pas dedans, au bout du compte, petit à petit, il a fini par jouer de mieux en mieux, et Hurkacz a fini par paumer. Et comme le dit Dierix, pour conclure, effectivement, il ne faut pas oublier quand même que Hurkacz, tenant du titre sur une surface et un tournoi où il a vraiment ses aises, où on le sent bien, en confiance. Aux États-Unis, il joue souvent très bien. Il est à la maison, Voilà. Il est tout le temps. Il s'entraîne en Floride, effectivement, toute l'année. Donc, voilà, c'est aussi à prendre en compte. Si jamais il rentre bien dans son match, voilà, on n'est pas à l'abri qu'Hurkacz, il l'a déjà fait, d'ailleurs, faire sortir des matchs où il est injouable, C'est ça. avec effectivement la pression pour le Russe de reprendre sa place de numéro 1. Voilà. Donc à surveiller, match possiblement serré, en tout cas très intéressant, qu'on suivra donc demain. Merci. On ne devrait pas avoir des breaks à foison non plus. C'est ça. D'où le petit tie-break au premier set qui pourrait être intéressant. C'est pas mal, avec une cote proche de 4, je crois, j'ai vu Ouais, ça tout à l'heure. J'ai pris à 4,50, là c'est à 4,20. Ah, ça vient baisser, ok. Bon. Donc 4,20, moi ça me plaît toujours. Donc, ouais, c'est pas mal, un petit tie-break dans le premier set. Allez. Bon, merci messieurs, c'était un plaisir de vous avoir réunis pour analyser ces quarts de finale. On se retrouvera évidemment tout au long de la saison. Merci de nous avoir suivis et puis bonne journée à tous. Ciao. Bye bye.